quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi de venir à Clamart, en fait en Île-de-France, et qu'est-ce que vous y avez trouvé comme talent pour pouvoir justement développer votre industrie, qui est à la pointe mondiale par ailleurs? Que ce soit dans la recherche, dans la pratique clinique ou dans l'enseignement supérieur, nous avons trouvé tout près de chez nous, à Clamart, tout un réseau de talents exceptionnels qui nous ont aidés dans le développement, dans la conceptualisation de nos innovations. À côté, il existe également dans la région une compétence très très forte dans tout ce qui est microélectronique. Et ça se manifeste par exemple dans les pôles de compétitivité comme si minalogique et systématique. Et donc, le résultat des courses est que nous avons pu participer, si vous voulez, dans un vrai écosystème pour nous aider à non seulement développer des innovations, mais même en travaillant en fort partenariat avec des chercheurs, des institutions publiques, des hôpitaux, d'avoir des nouvelles idées pour trouver des solutions à des problèmes qui aujourd'hui sont maltraités. Et donc, voilà un peu l'historique sur pourquoi on s'est trouvé ici et pourquoi, en tant que société italienne, nous avons fait le choix de s'investir si fortement en France. Vous avez d'ailleurs, je crois, quelque chose d'assez innovant chez Dassault Systèmes. C'est une façon d'acheter des talents en achetant en même temps la technologie et dans vos acquisitions extérieures. Et puis vous avez aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre histoire des passerelles entre métiers très différents. Alors il est vrai que nous sommes dans une démarche d'acquisition de croissance externe comme de croissance organique, puisque nous avons fait l'acquisition de plus de 10 entreprises pendant les 18 derniers mois, donc sur un montant d'1,5 milliard d'euros. Donc c'est une stratégie forte de l'entreprise qui vient bien sûr compléter les développements internes. Et donc, par cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'acquisition de compétences, essentiellement de technologies et de compétences. Et la technologie est liée, bien sûr, à la compétence. Donc, l'importance de garder ces talents une fois que l'entreprise est acquise est fondamentale. Alstom Transport, BNP Paribas Security Services et PSA, ces trois entreprises et des dirigeants de ces entreprises partageaient un peu leur expérience, et notamment l'expérience dans le processus d'innovation. Et j'ai été frappé de voir avec quel parallèle ils utilisaient les mêmes mots, le même vocabulaire. Alors, ils travaillent sur des processus d'innovation en interne, comment faire en sorte que le département de la production travaille avec le bureau des méthodes, comment l'innovation va travailler avec les ressources humaines. Et il se trouvait que ces trois sociétés utilisent nos logiciels. Et à la fin de la discussion, je leur ai posé la question, mais est-ce que monsieur PSA, est-ce que vous seriez à même de pouvoir embaucher quelqu'un de chez BNP Paribas ou réciproquement, puisqu'en fait, les profils pour faire cette conduite du changement au niveau de l'innovation sont les mêmes? Et la réponse était oui. Et donc, vous êtes en train de vous dire que si le monde de la finance, qui est un monde qui est en pleine mutation, pouvait avoir accès à ces compétences qui se trouvent dans le monde industriel, là, il y a des évolutions de carrière assez extraordinaires. Et donc, je suis parti de ce dîner, d'abord très satisfait de les avoir invités, et puis avec plein d'espoir pour cette transversalité dans les talents à travers plusieurs secteurs industriels. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il faut maîtriser deux langues. La langue de la culture et la langue de la communication. Il se trouve que l'anglais est le Wi-Fi linguistique du monde aujourd'hui, que les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, que ce soit chauffeur taxi qui vous accueille à l'aéroport ou que ce soit un chef d'entreprise avec lequel on va négocier, c'est un énorme problème. Paris devrait être une ville francophone de l'excellence et de la culture, mais aussi une ville totalement anglophone. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a aucune métropole dans le passé, dans le présent et dans le futur qui ne réussit à accéder au premier rang s'il n'y a pas des ultra-riches. Alors là, je vais choquer tout le monde parce que nous sommes dans un pays qui a érigé la notion de classe moyenne et de répartition de la richesse en culte quasi incontestable. Vous regardez là, ce magnifique panorama, il a été construit soit par des chefs d'État qui avaient accumulé extraordinairement d'argent,
Napoléon, et puis tous ceux qui lui ont succédé, en remontant à Louis XIV, donc des gens qui avaient la folie des grandeurs et qui voyaient en Paris le miroir de la grandeur de la France, donc ils en faisaient vraiment leur outil de pouvoir, et puis des ultra-riches privés qui avaient ce que les Américains appellent le sens du give-back, c'est-à-dire qui rendaient une partie de l'argent qu'ils avaient accumulé, et rendaient à qui? À des artistes, à des artisans, à des architectes, à des bâtisseurs. Ce sont ces gens-là qui ont fait aussi Paris. Et nous sommes ici dans un quartier, la Plaine Monceau, qui était bâti par qui? Des immigrés juifs qui avaient fait fortune. Les Pereire, les Camondo, les Rothschild. Ces gens-là n'étaient pas des Français de souche, des gens qui étaient venus en France, qui avaient fait fortune en France et qui donnaient énormément de leur ambition, mais aussi de leur argent. Et c'est ça qui a fait aussi la grandeur de Paris. Donc, une ville qui n'a plus de gens très riches ne peut pas aujourd'hui prétendre à être une ville extrêmement active en matière de création. New York, c'est une ville de milliardaires. Londres, c'est une ville de milliardaires. Ce sont des villes dans lesquelles les gens qui ont énormément d'argent donnent beaucoup. Aujourd'hui, les universités, elles ont besoin de faire payer les étudiants, et cet argent, il va ensuite à la qualité des études. Et le système américain invente une autre chose extraordinaire, qui est le système des bourses. D'un côté, vous avez des gens qui payent énormément pour leurs études, mais de l'autre, vous allez avoir des gens sans ressources qui vont accéder à une certaine égalité d'accès à l'intelligence grâce à des bourses. Bon, mais si vous n'avez pas de gens pour donner, il n'y a pas de bourse. Parsons, aujourd'hui, est en train de monter un programme pour lever des fonds pour accueillir des étudiants issus de la diversité ou des quartiers un peu difficiles. Bon, mais ça suppose qu'il y a des gens qui donnent de l'argent. Si personne ne donne d'argent, ben c'est très simple, il n'y a pas de bourse. Donc, vous voyez, cette idée qu'on a besoin aujourd'hui, dans une grande ville, une grande métropole, de gens qui ont beaucoup d'argent et qui en donnent beaucoup, eh bien, ça, c'est évidemment, ça choque un peu la mentalité française, mais c'est nécessaire. J'ai réalisé pendant l'étude ce soir qu'en fait, je suis là grâce à ma femme qui a fait un échange étudiante à Sydney il y a 20 ans. Donc, je crois que le motif, c'est est-ce qu'on peut être séduit par la France? Et finalement, j'étais séduit par une Française. Et finalement, c'est pour ça que je suis là en France aujourd'hui. Je crois que c'est la même chose pour Google. Je veux revenir sur Google, comme la vision de Google sur la France bientôt. Mais je suis très attaché à la France. Donc, j'ai pris la nationalité française il y a 2 ans. Et l'autre chose que j'ai appris en France pendant les derniers 18 mois, c'est que les Français sont très cash. Donc, si je peux permettre, comme Français maintenant, d'être très cash, je crois que les comparaisons avec les autres villes, c'est intéressant, mais il ne faut jamais penser qu'il faut faire comme la Silicon Valley ou New York. Je crois pour moi, Paris et la France, c'est le Silicon Valley de la culture, c'est le Silicon Valley de la luxe, et potentiellement la santé aussi. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. C'est une grande ville. C'est un peu comme ma femme. Elle est beaucoup plus compliquée que les femmes australiennes que je connaissais. Mais en revanche, elle est très intéressante. Et donc, pour les gens qui veulent, elle est par là. Est-ce que vous avez un copyright sur cette comparaison? C'est la première fois et c'est la dernière fois. Non, mais c'est un pays qui est magnifique et très intéressant. Mais en même temps, pour une boîte comme Google ou pour un étranger qui arrive en France, honnêtement, il y a des choses qu'on peut faire pour simplifier l'expérience énormément. Déjà, je crois que ouvrir les magasins dimanche, jeter le bulletin de paie, j'ai jamais compris. Juste une ligne qui explique vous avez gagné ça, vous allez payer ça. C'est tout ce qu'il faut. Le reste, c'est juste, ça ne sert à rien. C'est juste un peu de papier chez moi. Et pour une boîte comme Google, moins de signaux de la France, mais les signaux plus clairs. Est-ce que vous voulez qu'on soit là ou pas? Bien sûr, le talent est le nerf de la guerre quand on est dans une entreprise qui... D'excellence. D'innovation, pour reprendre les termes de Nick. Et à partir de là, il faut effectivement penser tous les matins, se dire, revisiter notre attractivité par rapport au talent et se poser la question. Moi, je me pose 2 questions en permanence par rapport à ce sujet de talent. D'abord, c'est quel type de talent? Et puis ensuite, et c'est peut-être encore plus intéressant, c'est pourquoi faire? Quelle finalité? Pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit,
Et en partant de mon expérience, moi je reste convaincu que la France a une capacité de production de talents et de compétences qui reste extrêmement forte. On peut parler de notre système d'éducation qui a plein de failles, etc. Mais on a des écoles parmi les plus prestigieuses au monde, on a des filières d'excellence. Je pense que c'est un de nos atouts les plus importants. Maintenant, c'est vrai que dans les dernières années, on n'a peut-être pas fait suffisamment de passerelles, de partenariats profonds, très forts, entre le monde de l'entreprise, comme disait Laurent, et le monde de l'université, le monde de l'enseignement. C'est en train de changer, et ça, c'est essentiel dans notre domaine, parce que c'est vrai que nous, les entreprises en général, et en particulier les nouvelles technologies, on voit ce qui est en train d'arriver après le virage, et donc on est capable d'orienter un petit peu les besoins, pas d'un point de vue utilitaire, c'est pour avoir vraiment les compétences les plus pointues pour réaliser les projets, attirer les investissements, etc. Alors, c'est quelque chose, c'est du bon sens, quelque chose d'essentiel en général, mais en particulier aujourd'hui, c'est fondamental, parce qu'on est, comme le disait Nick, dans une période d'innovation, de rupture. On est dans une période de révolution industrielle. C'est aussi simple que ça. Il y a une révolution industrielle qui est en train de se passer sous nos yeux, et cette révolution signifie aussi rupture de talent, rupture de compétences. Donc si on est capable, par l'association, un partenariat très fort entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement, si on est capable de développer ces talents spécifiques dont on a besoin et qu'on allie ça avec la fondation, la force académique de l'enseignement en France, eh bien, je peux vous garantir que des entreprises comme les miennes seront intéressées à investir, à mettre en place encore plus de laboratoires de développement et de recherche en France parce qu'on a cette excellence académique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable de suivre le rythme. On a besoin de revoir l'ensemble des filières en engineering, on a besoin de mettre du computer science un peu partout, on a besoin de développer des compétences en sécurité. Plus l'Internet va générer des opportunités, plus il va générer des failles en même temps. Et donc on a besoin de gens et de talents là-dessus. On a besoin de data scientists pour répondre à cette problématique de la big data, pour transformer l'or des données, pour exploiter l'or des données. Donc si on est capable de faire ça, avec notre fondation académique, je peux vous dire qu'on deviendra extrêmement attractif. Nous avons souhaité vous inviter parce que vraiment, Singapour, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de modèle, mais Singapour est souvent un modèle pour nous, justement parce qu'on a l'impression que là, il y a une vraie vision, une vraie ambition, peut-être des pouvoirs publics, et qui ont donné, dans le long de 20 dernières années, une impulsion où après, maintenant, public, privé, travaillent ensemble. Mais il y a vraiment une vision. Est-ce bien cela ? Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité ici et bonsoir à tous. Vous n'avez pas tort de me mettre comme représentant parmi les représentants des entreprises. Parce parmi les champions. Ouais. On considère que Singapour est un champion. Parce que Singapour se comporte très souvent comme une grande entreprise sociale. Je dis sociale parce que nous cherchons la création de la richesse, mais ce n'est pas pour une fin en soi, mais plutôt la richesse pour améliorer le bien-être de nos citoyens. Et nous avons toujours cherché à créer un bon environnement pour nos citoyens. C'est ça la vision de nos dirigeants. Bon environnement qui favorise l'entreprise. Un environnement propre, sûr, en sécurité. Il n'y a pas d'armes ou drogue qui circulent. Donc, Singapour est devenu une ville très vivable. Et du coup, ce n'était pas fait pour cela, pour l'attractivité, mais il se trouve que quand Singapour est devenu une ville très vivable, c'est devenu aussi très attractif aux talents et aux investisseurs étrangers. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Peut-être on ne peut pas dire qu'on a déjà le succès dans la Smart City, mais ce lundi même passé, le Premier ministre de Singapour avait fait une annonce pour un nouveau plan. Et cette fois-ci, c'est un plan pour que Singapour devienne une smart nation, un pays intelligent d'ici 10 ans. Pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez une recette magique pour Paris ? Je pense
qui n'a pas de recette magique à trouver. Mais bon, tout à l'heure, il y avait l'ancienne administratrice de la comédie française. Elle avait dit quelque chose. Elle avait dit être soi-même, être ensemble, être soi-même. Je le prends dans l'autre sens. Être soi-même, je crois que je ne vais pas énumérer les atouts, on en a parlé tout à l'heure, mais être soi-même, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous connaissez, vous savez ce que c'est vos atouts, et puis être ensemble, ce qu'il faut faire, c'est rassembler, et surtout rassembler une volonté collective de travailler ensemble. Et puis après, quand vous faites ça, il ne reste que partir. Allez-y. Voilà, comme chez Nike, ils disent « just do it ». Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Vous savez tous ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut rallier, il faut rassembler la volonté collective et le faire. Voilà. Alors, on va terminer la soirée sur Just Do It avec un applaudissement très fort, ces panels formidables.